Salut Eddy, Bonjour Pablo. merci d'avoir accepté mon invitation. Eddy, tu es président de la CNL, la Confédération nationale du logement, et tu viens de publier un livre aux éditions Arcane 17, ça s'appelle Fils d'HLM. Tu reviens dans ce livre sur ton parcours, sur ta vie, très en relation avec le logement social, où tu dis être né et dans lequel après tu as milité. Alors ma première question, en fait, c'est par rapport à une phrase, une donnée statistique que tu donnes dans ton introduction. Tu dis que 70% des Français sont aujourd'hui éligibles au logement social, ce qui pose la question en fait de la définition du logement social. C'est quoi pour toi un logement social? Et c'est quoi d'ailleurs en général la définition d'un logement social? Un logement social, c'est un logement qui permet aux habitants de ne pas consacrer trop d'argent à la dépense du loyer et d'avoir donc un toit sur la tête à un coût pas trop élevé. Voilà. Et donc ce logement social, c'est l'équivalent, enfin le logement public. Et donc ça veut dire que c'est un effort collectif, ce HLM qu'on aime tant. C'est un effort collectif et donc c'est le bien commun en fait de toutes et tous. On sait que pour avoir accès au logement social, il y a des barèmes, hein. Il ne faut pas dépasser un certain revenu pour pouvoir y avoir accès. C'est quoi ces barèmes si c'est 70% des Français, ça veut dire qu'ils doivent monter quand même assez haut. Donc c'est pas, ce que je veux dire, c'est que le logement social n'est pas nécessairement un logement uniquement pour les plus pauvres. Non, le logement social en fait c'est aussi synonyme de mixité sociale. Il y a plusieurs catégories de logements sociaux et qui en fait sont liées au mode de financement et il y a des barèmes d'accès différents en fonction du mode de financement. Donc en effet, le logement social, contrairement à ce que certains véhiculent, que ce serait des ghettos de pauvres, non, justement, le logement social, c'est des lieux de vie collectifs où on peut échanger, on peut rencontrer plein de gens intéressants. Alors, 70% des Français sont éligibles, mais on a quand même aussi une grosse liste d'attente parce que la demande n'y est pas, puisqu'il Donc y a plus de 2,5 millions, tu dis. voilà, 2,5 millions de personnes qui attendent aujourd'hui un logement social, parce qu'en fait, le logement social représente pour certains une façon d'habiter, je dirais, en sécurité. En sécurité soit financière, soit aussi en sécurité, je dirais, par rapport au logement lui-même, parce que bon, on a beaucoup de gens qui vivent aujourd'hui en France dans des taudis, hein, dans des logements qui sont on va dire, la limite de la décence. Et ce logement social, justement, c'est une source de garantie, une preuve de garantie. Voilà. Et je remets le son. Tu fondes ton identité dans le logement social, hein. C'est d'ailleurs le titre que tu donnes à ton livre, Fils d'HLM. C'est quoi? Comment tu définirais cette identité? Bah, en fait, moi, le logement social, d'abord, je suis pas né dedans. J'ai eu la chance de pouvoir y accéder très jeune, hein, puisque j'avais à peu près 9 ans quand j'ai pu accéder au logement social. Et j'ai bien vu la différence entre habiter dans un logement privé où je partageais ma chambre avec mes deux sœurs, et quand je suis arrivé dans le logement social, j'avais ma chambre à moi, on avait tous notre chambre, et c'était quand même autre chose. Donc j'ai défini mon identité parce que j'ai eu la chance de pouvoir accéder à ce logement social, qui m'a permis aussi par la suite, je pense, de pouvoir étudier correctement, d'avoir mon intimité, d'avoir ma chambre. Je pense que c'est important quand on est enfant ou adolescent, d'avoir son espace de vie. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de logement social, à la fois dans les médias mainstream ou quand on écoute les politiques parler du logement social, je pense on reste assez objectif si on dit que le logement social a assez mauvaise presse. C'est-à-dire qu'on en parle très souvent dans des termes négatifs. Pourquoi c'est le cas d'après toi? Et surtout, qu'est-ce que ça dit aujourd'hui du regard de la société sur le logement social? Justement, j'ai voulu écrire ce livre aussi pour réhabiliter ce HLM qui est pour moi un véritable progrès social. Oui, certains
veulent dénigrer ce HLM pour des raisons sûrement économiques, hein, puisqu'ils préfèrent dire que c'est mieux d'habiter dans le privé, parce qu'évidemment, c'est plus juteux, c'est plus rentable de vendre des appartements très chers à des gens et de vouloir créer la légende que pour bien vivre, il faudrait être accédant à la propriété ou il faut absolument vivre dans le parc privé à des prix très élevés. Voilà, donc je pense qu'il y a toute une partie de la population qui écoute ces discours qui sont, à mon avis, très dangereux. Et on a aussi quand même aussi des discours de populistes, de gens, notamment d'extrême droite, qui en fait font un peu l'amalgame des HLM comme un terreau de délinquance, un terreau de mal vivre, etc. Et ça, je trouve ça particulièrement scandaleux, dangereux, parce que les HLM, oui, il y a des endroits où c'est difficile, oui, il y a des endroits où il y a des zones de tension, mais ce n'est pas la majorité. Il ne faut pas non plus qu'on généralise. Et c'est vrai que ce HLM, en fait, il dérange parce que c'est aussi toute une partie de loyer qu'on appelle administré. Et quand un président de la République, en 2017, arrive au pouvoir et qui voit qu'il y a 20 milliards de loyers qui sont administrés, c'est impossible pour lui d'imaginer ça en tant que libéral. Voilà. Et donc, c'est ça qui, en fait, je pense, pousse certains à dénigrer le HLM. On va revenir sur la politique de Macron auquel tu consacres 2 chapitres dans ton livre. Mais d'abord revenir sur... toi, tu dis que le logement social, en gros, c'est un impératif d'égalité. Mais si je reviens en fait à ma première statistique de 70% des Français pourraient avoir accès au logement social, est-ce que ça voudrait dire que 70% des Français devraient avoir un logement social d'après toi? On pourrait imaginer ça. On pourrait imaginer ça. Alors, il y a des gens qui ne veulent pas aller dans le logement social pour des raisons personnelles. Donc, il n'y a pas, je dirais, une obligation d'aller dans le logement social. Mais ceux qui en font la demande, en fait, ils devraient déjà être satisfaits. Voilà. Et je Et rappelle. comment ça se fait qu'aujourd'hui on a 2,5 millions de gens qui demandent un logement social et qui n'en ont pas? C'est qu'il y a un problème d'offre de logement social, il n'y en a pas assez? Il n'y en a pas assez, il y en a pas assez, et parce qu'il y a des constructions qui sont en berne, il y a l'État qui s'est désengagé financièrement dans cette belle aventure qu'est le HLM, et du coup on voit que la construction est en berne depuis plusieurs années. Il y a aussi le fait qu'il y a beaucoup de difficultés économiques aussi dans ce pays, et que les gens, pour eux, c'est un refuge, le logement social. Le logement social, c'est une construction en gros longue, notamment durant la Ve République. Hein. Il y a eu beaucoup de conquis, beaucoup de lois en fait qui ont à la fois conforté le logement social et certaines qui ont dégradé sa définition. Comment tu juges la politique de Macron depuis maintenant bientôt 6 ans? En fait, ce qui s'est passé, c'est que le logement social, il a été attaqué depuis 77. Hein. C'est Barre qui a commencé la petite musique en attaquant, en changement justement le mode de financement du logement social avec ce qu'on appelle le sacro-saint aide à la pierre. Hein, pour expliquer tout simplement, l'aide à la pierre, c'est les subventions que donne l'État pour avoir un loyer pas cher. Et il a changé les règles en 77. Donc depuis, les choses, elles ont mal évolué. On a eu plusieurs mesures discriminantes aussi sur le logement social. Je pense aussi à Madame Boutin qui a fait beaucoup de tort au logement social en imposant des surloyers, en baissant les plafonds d'accès au logement social, enfin, en faisant plein de mal au logement social. Et je dois dire aussi que c'est un lent parcours de dénigrement en fait, d'attaque du logement social. Mais l'arrivée du président Macron en 2017, ça a été en fait une accélération extraordinaire, dans le mauvais sens du terme, de l'attaque qu'ont pu subir les HLM depuis plusieurs années. Et donc, je dirais, il y a une violence, il y a eu un véritable bulldozer en fait pour attaquer ce logement social, notamment avec la loi Elan, avec des mises en place de mécanismes de ponction des budgets du logement social et surtout un désengagement total de l'État sur le financement. Donc en fait, en gros, on préfère donner de l'argent au privé pour faire des niches fiscales à une petite catégorie de la population que de consacrer le budget de l'État
à l'ensemble de la population, ce qui est quand même assez injuste. Et donc, du coup, par exemple, le nombre de gens qui demandent des logements sociaux ne fait qu'augmenter. Enfin, c'est-à-dire, et le nombre de gens surtout qui n'arrivent pas à en avoir. Oui, alors en plus, ce chiffre de 2,5 millions, 2,3 millions, il est, à mon avis, sous-estimé, parce qu'il y a des gens, en fait, qui, notamment en région parisienne, quand on sait qu'on doit attendre 8 ans des les moyens pour avoir un logement social, ne font même pas la demande. Moi, je connais plein de gens autour de moi qui me disent: « Mais non, ça sert à rien, de toute façon, je vais jamais en avoir. » Voilà. Donc, il y a aussi tous ces gens qui aspirent à avoir un logement social et qui, en fait, n'en font même pas la demande parce qu'ils savent que de toute façon, il va y avoir un parcours d'attente très important et que finalement, ils se découragent avant. Le logement social a longtemps été un lieu d'expérimentation, à la fois architecturale, urbanistique et politique en un sens. Aujourd'hui, on a un peu l'impression qu'il a perdu cette force-là, en gros, d'expérimentation. Je pense notamment à la question écologique, qui est aujourd'hui une question très importante, auquel tu consacres aussi un chapitre dans ton livre. Comment est-ce que le logement social se débrouille, entre guillemets, avec les impératifs, les nouveaux impératifs écologiques qui ont émergé ces dernières années? Mais je pense que oui, il faut redonner aussi ce rôle au logement social d'être un super laboratoire d'expérimentation qui a été par le passé justement très en avant, hein. C'est le logement social qui a aussi tiré par le haut les normes, notamment vis-à-vis du logement privé. Donc le logement social a été un moteur de progrès social et sociétal, puisque quand on avait des beaux appartements HLM, eh bien les privés, après, ils devaient s'aligner pour mettre aux normes leur propre appartement. Donc en effet, ça a été une locomotive dans le progrès pour le logement. Et alors, je sais qu'il y a encore des bailleurs sociaux qui se lancent dans des programmes d'expérimentation, notamment en termes d'écologie, pour les nouvelles constructions. Il y a aussi tout le problème de la rénovation, parce que là, il y a un parc qui est quand même assez ancien à certains endroits, avec des problèmes de passoires thermiques aussi dans le parc social, hein. C'est un Notamment les enjeu. constructions des années 60-70. Tout à fait, avec des fenêtres qui sont plus isolées. Enfin bon, on connaît tout ça. Donc là, il y a un vrai enjeu de se dire, il faut qu'on donne les moyens aux bailleurs sociaux de pouvoir rénover de façon intelligente et aussi de pouvoir construire toujours en avant-garde, parce qu'en fait, je pense que le logement social a été justement l'avant-garde pour beaucoup de choses. Tu l'as dit tout à l'heure, tu as dit Emmanuel Macron, en gros, ça n'intéresse pas trop le logement social, hein, il préfère faire des aides fiscales pour accéder à la propriété. Comment est-ce qu'on mène, parce que tu es aussi président de la CNL, en plus d'avoir écrit ce bouquin, comment est-ce qu'on mène des luttes précisément à la fois pour essayer de remporter des victoires dans le cadre de la bataille culturelle, en gros, pour le logement social, mais aussi des victoires politiques. Est-ce que, genre, t'es, je sais pas, on va dire, t'es de gauche, hein, je vais pas cacher ça aux gens qui nous écoutent, mais comment est-ce que tes combats s'inscrivent en fait dans les combats de la gauche et surtout, est-ce qu'ils s'y inscrivent positivement? Est-ce que toi, tu vois que là, on est potentiellement à l'orée d'avancées positives pour le logement social? Alors, il faudrait qu'on aille plus loin et qu'on aille plus unis dans cette bataille. On a mené une bataille très importante en 2018, hein, notamment quand il y a eu l'annonce de la loi Elan. Et je pense qu'on a obtenu des choses parce que justement, on était d'abord unis avec toutes les associations de défense de locataires, mais aussi d'autres associations qui œuvrent dans le domaine du logement, et aussi les fédérations des bailleurs sociaux. On a obtenu des choses et on a fait reculer quand même des dispositifs qui étaient initialement prévus dans la loi Elan. Je rappelle, la loi Elan, elle a complètement, j'allais dire, réorganisé, plutôt désorganisé le logement social en lui mettant des règles nouvelles, des obligations de fusion, enfin plein de choses en fait pour éloigner aussi les centres de décision des habitants, ce qui est quand même assez dangereux dans une démocratie. Et donc, on a obtenu, notamment à la conférence de consensus, qu'on a obtenu avec le gouvernement de l'époque et le Sénat, on a obtenu des choses, notamment
le recul du seuil pour les fusions obligatoires, la mise en place de sociétés anonymes de coordination qui évitaient la fusion. Voilà, on a obtenu des petites choses. Mais je pense que le combat n'a pas été mené jusqu'au bout parce qu'il y en a qui ont capitulé en cours de route et c'est bien dommage parce que je pense que si on s'y mettait encore tous ensemble, aujourd'hui, on pourrait obtenir davantage de victoires politiques. Alors, moi, ce que j'appelle aussi, j'appelle les habitants à se mobiliser parce qu'il ne faut pas qu'on attende tout des autres. Il faut que les habitants eux-mêmes, et c'est un peu aussi pourquoi j'ai écrit ce livre, et j'ai essayé de le faire de façon le plus pédagogique possible pour que les habitants des HLM se rendent compte que d'être en HLM, c'est un véritable combat de plus de 100 ans et c'est un véritable combat aussi d'aujourd'hui. Et donc la mobilisation, elle doit se faire aussi au quotidien avec nous, avec les associations de locataires, mais on ne pourra pas le faire seul. Il faut que les habitants soient avec nous. Toi, dans le livre, tu racontes comment tu es arrivé à la CNL. On dirait que, enfin, tu le racontes un peu comme si c'était un peu arrivé par hasard, en fait, à la CNL, en appelant des gens, puis en tombant sur quelqu'un qui, tout d'un coup, t'a motivé à rentrer dans la CNL. Euh, Comment est-ce que se fonde une potentielle adhésion, en fait, à un corps, à une classe, en fait, de locataires? En fait, on vient à la CNL toujours par une question du quotidien. On vient jamais à la CNL d'abord sur des idées, des idées de progrès social. On vient d'abord parce que souvent on a un problème dans son quotidien et on se rend compte que finalement ce problème du quotidien, eh bien, il est beaucoup plus profond et que les causes de ce problème, ils sont beaucoup plus profondes. Je vais prendre un exemple tout simple. Quand on a des charges locatives très importantes, eh bien, quand on commence à contrôler les charges locatives de son immeuble, c'est souvent là que les gens se mobilisent sur le porte-monnaie, eh bien, on se rend compte que pour ces charges locatives, il y a un décret qui existe qui répartit les charges entre propriétaires et locataires. Et donc, on se rend compte que ben, finalement, ça peut être très fragile parce qu'un décret, ça peut changer et que ce décret est toujours mis en avant sur la table des négociations et les bailleurs sociaux, le gouvernement, ils rêvent de le changer. En tout cas, nous, on tient bon et on ne veut pas le changer. Et donc, on vient aux questions sociétales et politiques après, en fait. On ne vient pas forcément... voilà. Alors, en même temps, il y en a certains qui disent qu'ils sont venus à la CNL parce que, justement, on a une vision politique et une vision... On a des valeurs à la CNL. Des valeurs de solidarité, des valeurs de logement pour tous, des valeurs comment dire, d'économie solidaire aussi. Voilà, donc on a toutes ces valeurs-là, et certains, en fait, viennent pour cela. Mais souvent, on vient d'abord parce qu'on a un problème du quotidien, en fait. Concrètement, ça veut dire quoi? C'est quoi comment on mène un combat à la CNL? Parce que dans ton livre, tu consacres tout un chapitre, en gros, aux impératifs démocratiques, en fait, que de s'impliquer en tant qu'habitant, en tant que locataire de logement social. Mais admettons que demain, je prenne ma carte à la CNL parce que j'habite un logement social. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, en fait, d'abord, on se mobilise sur le quotidien, c'est-à-dire on est attentif aussi à la vie de son immeuble, et puis on commence à se rendre compte qu'il y a des choses à négocier avec le bailleur dans un premier temps, et on commence à se mobiliser quand il y a des choses qui ne vont pas, on fait des pétitions, on interpelle le bailleur, on se met ensemble, parce qu'en fait, on se rend bien compte que souvent, le problème qu'on a individuel, il n'est pas individuel, il est collectif. Il est rare qu'on soit seul dans la cage d'escalier à avoir le problème, à part si c'est un problème personnel. Mais quand il y a un problème dans l'immeuble, il est pour tout le monde. Et en fait, il faut qu'on transforme justement le problème individuel en force collective. Et c'est comme ça qu'on gagne. On gagne des choses. Moi, j'ai gagné des choses quand j'étais dans mon amicale sur l'île, parce que justement, au début, on faisait des courriers, le bailleur, il s'en fichait un petit peu. Mais quand il a vu qu'il y avait plus de 60% des gens qui étaient adhérents à la CNL et qu'on avait aussi de l'information technique et qu'on savait de quoi on parlait et on connaissait nos droits et nos devoirs, eh bien ça aussi, ça nous aide dans la lutte et ça nous aide à aller plus loin.
C'est quoi les prochains combats là de la CNL? On va dire, on est à la fin de l'année 2022. C'est quoi les prochains grands combats de la CNL pour l'année 2023? Ah oui, il y en a beaucoup. Alors en plus, il y a une actualité qui est quand même assez déplorable. C'est la fameuse loi, en fait, entre guillemets, anti-squat, qui est en fait pas une loi anti-squat, mais une loi anti-locataire en difficulté. Cette loi, en fait, qui a été votée en première lecture à l'Assemblée nationale il y a une quinzaine de jours, elle est très violente. Elle remet en cause véritablement le droit au logement constitutionnel euh, par rapport en fait au droit de propriété. Et en fait, si cette loi venait à être adoptée définitivement, ce serait une vraie victoire en fait du droit de propriété par rapport aux droits des habitants. Et ça, c'est un combat qu'on va mener aussi Articulé bien avec les politiques, j'imagine. articulé avec les politiques, parce qu'il faut qu'on, qu'on, que les politiques se mobilisent là-dessus. En même temps, quand on a une Assemblée nationale qui fonctionne avec un 49-3 à tout bout de champ, le débat politique, il est compliqué quand même. Nous sommes allés rencontrer les députés de la gauche écologique devant l'Assemblée nationale pour leur faire part de notre inquiétude sur cette loi parce qu'elle le place le, le locataire et le squatter au même niveau. En même temps, il faut se dire aussi une chose, c'est que les gens qui squattent, c'est quelquefois c'est pas des bandits, c'est des gens qui n'ont pas d'autre solution que quand on est papa ou maman et qu'on voit ses enfants dormir dans la rue et qu'il y a des logements vides autour de soi, ben on pousse la porte et on les met à l'abri. Et voilà, il ne faut pas criminaliser non plus le militantisme, parce que le problème de ce pays, c'est qu'on accepte de laisser les gens dormir dehors pour le sacro-saint droit de propriété. Et ça, c'est compliqué. J'ai une dernière question, Eddy, une question un peu plus personnelle. Toi, tu es donc militant politique, militant associatif, hein, militant à la CNL. Tu viens d'écrire maintenant un livre. Est-ce que la question de la fierté, fierté d'être communiste parce que tu es communiste, fierté d'être fils d'HLM puisque c'est ce que tu dis dans ton livre. Est-ce que c'est quelque chose que aujourd'hui tu souhaiterais restaurer ou c'est quelque chose qui t'intéresse pas trop cette notion de fierté? Moi, je suis très fier Mm. d'être fils d'ouvrier, fils d'une femme de ménage, d'une petite commerçante, d'avoir aussi vu notamment ma mère qui se battait aussi pour garder son pouvoir d'achat. Hein, donc, j'en parle dans le livre. Et non, non, je suis très fier. Et en plus, je le dis aussi, je suis arrivé tardivement dans la famille communiste parce que, en fait, je suis arrivé à 30 ans, donc c'est tard. Hein, j'ai pas été aux jeunesses communistes, tout ça. Mais Par hasard aussi, par sur hasard un coup de aussi, téléphone. sur un coup de téléphone, mais parce que j'avais vraiment envie de m'engager et que je voulais m'engager dans un parti parce que je sentais que j'avais été bercé, je pense, dans toute mon enfance, tout ça, dans cette famille-là, en fait, et je me rendais pas compte, en fait, que c'était important pour moi. Non, non, oui, je suis fier d'avoir habité en HLM, d'être fils d'HLM, d'être fils d'ouvrier, et surtout, je le dis aux gens, n'ayez pas honte d'habiter en HLM, au contraire, euh, c'est euh, c'est important de savoir d'où on vient, d'où on est, pour continuer d'avancer. Et non, il faut qu'on se batte pour avoir plus de progrès dans ce pays. Et en ce moment, c'est pas simple. Merci beaucoup, Eddy. Merci.